Merci Céline Trujillo et surtout le clown Jeannette. En attendant l'arrivée de Johan van der Wegen qui va nous rejoindre ici, je voulais me tourner vers Facebook pour voir s'il y avait quelques questions qui seraient arrivées. Oui, oui. Il y a non pas forcément des questions, mais quelques commentaires, et je me dis que c'est bien de les dire maintenant. Notamment de la part de Audrey qui fait partie justement de cette même ASBL que Johan va présenter tout à l'heure. Donc elle réagit en fait à des paroles qui ont été dites par les différents intervenants, et notamment selon elle, le Covid n'a peut-être pas impacté la Saint-Vincent de Paul, mais l'aide alimentaire a augmenté à la sortie du dernier confinement. Voilà, ça c'est un point de vue qu'elle nous partage. Et elle réagissait aussi au fait que la présidente de Saint-Vincent de Paul disait que les enfants des familles pauvres étaient très gâtés par leurs parents. Et donc elle réagissait en disant attendez, est-ce que voilà, les jeunes de 18 ans, non, c'est pas ça, excusez-moi, je l'ai perdu. Que les enfants en général étaient gâtés dans notre société. Oui. Elle expliquait que c'était peut-être dû au fait que finalement il n'y avait que ça à faire, c'est-à-dire les gâter dans un magasin, par rapport au fait que dans notre société, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des stages, qui partaient en vacances, et que ces enfants-là ne pouvaient pas partir en vacances, avoir des stages qui coûtaient relativement cher. Et donc peut-être que c'était aussi une manière pour les parents d'être bien avec leur enfant. Elle expliquait aussi à un dernier moment que c'était par rapport au fait que les familles monoparentales avaient parfois des difficultés et devaient mettre leur enfant de 18 ans, à partir de 18 ans, hors de la maison, parce qu'il y a ce fameux statut de cohabitant qui fait que d'un point de vue fiscal, à partir de 18 ans, ça devient 2 personnes imposables au sein d'une même famille. Et donc, voilà, elle mettait en avant le fait que ce statut du cohabitant était quelque chose sur lequel le citoyen devait peut-être agir encore et encore pour interpeller le politique pour qu'il change la loi. Voilà. Oui, quand 2 personnes sous le même foyer sont au chômage, eh bien, l'un des 2 revenus est fortement diminué. C'est une particularité belge. Il y a pas mal de gens qui se dressent contre ça, notamment Edgar Schotz, si je me souviens bien. On va aborder ces questions. Merci Corinne. Alors, comment présenter cette association de Barvaux-sur-Ourthe, dans le nord, le grand nord de la province de Luxembourg? Les petits dons de Pétillon. Rien que le nom, c'est tout un programme. Alors, je pourrais parler de ce que vous organisez, comme par exemple les Ripper Café, la plus grande boîte à dons que j'ai jamais vue de toute ma vie. Moi, je m'imaginais une boîte à dons, pour moi, c'est une armoire. Et chez vous, elle fait combien de mètres carrés? À peu près 200. 200 à 300 mètres. C'est une ancienne piscine municipale qui est devenue une boîte à dons. Des ateliers de toutes sortes pour en sortir, une approche zéro déchet, des dizaines et des dizaines de bénévoles. Je crois que le mieux, c'est vous demander à vous, Johan van der Wegen, vous êtes l'administrateur délégué de cette association, de cette ASBL, avec Audrey Simon, qu'on vient d'entendre par ses commentaires sur la page Facebook. Alors, c'est quoi cette ASBL? D'où vient-elle et qu'est-ce qui la fait vivre? Tenez bien votre micro comme ça. Voilà. Mais si on veut l'historique de l'ASBL, ça date maintenant exactement de 10 ans. Par hasard, j'ai retrouvé la date et la première affiche, où 3 personnes un peu farfelues, 3 personnes utopistes ont décidé, dans la région de Durbuy, de faire un événement qui s'appelait Pétillon, à l'époque. Pétillon, ça veut dire... parce qu'on pétille, on fait des bulles par rapport à la beauté, à la gaieté, de proposer autre chose, de sortir des sentiers battus et de proposer, oui, tout ce qui est novateur, tout ce qui change du train-train quotidien. Alors cet événement a eu lieu 3 fois, si je ne m'abuse, avec, on parlait un petit peu de tout, des personnes présentaient les toilettes sèches, des personnes présentaient l'idée d'un Ripper Café, d'autres sont partis pour faire un GAC,
pense qu'il y en a ici aussi. Un groupement d'achat en commun, oui. Voilà. C'est parti un peu dans tous les sens. Et de là sont nées toute une série d'initiatives. Il y a des initiatives qui n'ont jamais levé le jour, elles sont restées au niveau de pensée pour diverses raisons, financières, humaines, pratiques, n'ont pas pu voir le jour. Et d'autres ont vécu. On s'est aperçu souvent qu'on se retrouvait un petit peu les mêmes personnes ensemble, notamment le coup du Ripper Café. À l'origine, le Ripper Café était un peu séparé. Et puis maintenant, tout compte fait, autant travailler main dans la main, autant profiter de ce Ripper Café pour faire des animations, autant profiter de ce Ripper Café pour inviter des ASBL voisines, de communes voisines ou autres pour venir faire leur atelier zéro déchet. Le prochain Ripper Café, pendant qu'il y aura les réparations, on va avoir une ASBL, le Miroir Vagabond pour ne pas le citer, qui va venir faire des produits ménagers. Vous apprendre comment autrement vous pouvez nettoyer votre maison plutôt que d'acheter les gros produits du commerce. Et la fois d'après, ça va être des jeunes qui vont animer un photolangage, un collage. Je ne sais pas très bien comment ils vont faire, mais le but est de faire une grande fresque et de profiter qu'il y ait des personnes présentes pour faire autre chose avec, pouvoir échanger, pouvoir tout compte fait grandir ensemble. Alors notre boîte à dons, puisqu'on en a parlé, au début c'était une vieille armoire. C'était une vieille armoire qui a été mise dans un coin de la commune. Et puis la vieille armoire a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et le dernier coup d'agrandissement, c'est, on va quand même positiver à un moment, même si c'est un événement malheureux, c'est après ces inondations-ci, où on s'est retrouvé pour diverses raisons à devoir coordonner une certaine aide matérielle, en partie aide alimentaire. Et donc on a frappé à la porte de la commune en disant voilà, tout compte fait, on fait votre boulot, on fait un peu le boulot du CPAS et on râle pas parce qu'on le fait, on le fait de bon cœur, c'est notre but. Mais aidez-nous, vous avez un local là qui est une ancienne piscine qui est vide. Nous on a des gens qu'on reçoit sous tente pour réussir à donner un colis, pour donner le minimum vital car ils ont tout perdu. Bien, ça a permis d'ouvrir les portes et de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette ancienne piscine. Puisque vous êtes installé à Barvaux-sur-Ourthe, oui. l'Ourthe c'est un cours d'eau qui a débordé pendant l'été. Très fort, on en parle un peu moins que d'autres communes, mais oui, on a encore des personnes qui ne savent pas si elles pourront un jour rentrer chez elles. Voilà, Durbuy, Barvaux, etc. Et donc là, ça a été une période assez particulière pour vous. Non seulement il faut peut-être accueillir des gens qui ont perdu leur maison, qui ne peuvent plus y retourner momentanément, mais aussi qui ont perdu des souvenirs, des meubles, des instruments de cuisine, de l'électroménager, etc. Mais heureusement, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est meubles, on peut aider. De briques et de broc, on arrive à remplacer. Maintenant, plusieurs personnes, en effet, ont perdu totalement leurs souvenirs. Et la seule chose qui reste, c'est d'en parler. Et c'est ça qui est peut-être un peu... je rejoins ce que les deux intervenantes précédentes ont dit, c'est le cœur, c'est l'écoute. Écoute qu'on a peut-être avec nous, qu'on n'a pas la même avec un professionnel. On vient à la boîte à dons, on a la belle excuse, je cherche un t-shirt, et puis finalement on y reste pendant 3 heures devant un petit café à parler, mais pas parler simplement avec les bénévoles, échanger. Et puis à un moment, quand on nous parlait de nos bénévoles, il y a des personnes qu'on a vues débarquer. Je cite l'exemple d'une personne qui est dans une caravane et qui est d'origine du nord du pays. On l'a vu débarquer un dimanche, et puis elle a pris un balai, elle a commencé à balayer. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous balayez? Je viens, c'est tellement magnifique ce que vous faites que je viens donner un coup de main. Et maintenant, cette personne, tous les 15 jours, elle vient à la caravane, qui est une caravane qu'il a héritée de ses parents et qui a des souvenirs quand il était jeune, gamin, en culotte courte. On les a eu tous les souvenirs, il nous les a racontés. Il vient à la caravane et le dimanche après-midi, il vient balayer et papoter tout en balayant. Évidemment, ce n'est pas un boulot avec une rentabilité. Donc s'il met 3 heures pour balayer quelque chose que quelqu'un aurait mis une demi-heure, c'est parfait. Ce qui est plus important, c'est le fait qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger. Alors cette boîte à dons et toutes ces activités autour des petits dons de Pétillon, c'est beaucoup de bénévoles. Qui tourne autour de ça?
Il y a aussi, pas loin de chez vous, un centre de réfugiés, enfin de candidats demandeurs d'asile. Voilà. Est-ce que ce sont des gens aussi qu'on retrouve chez vous? Tout à fait. Certains viennent directement du centre, mais ce qu'on a beaucoup qui viennent spontanément donner un coup de main, c'est ceux qui ont trouvé un logement, qui ont une solution locale d'accueil, si je ne m'abuse le terme exact à ce niveau-là, et qui viennent parce que voilà, ils ont envie aussi d'échanger, de faire connaître, et ils viennent aider, ils viennent proposer. Ça arrive régulièrement. On a eu une journée un peu chargée, avec les bénévoles, on a beaucoup travaillé. Et puis il y en a un qui arrive avec un couscous. Voilà, moi je vous ai aidé, j'ai fait un couscous. Ah bah c'est gentil, on va goûter ton couscous et on va manger. On met la table et on mange tous ensemble dehors quand on le permet, le couscous. Et on voit que cette association, elle aide, je dirais matériellement, aussi en colis d'aide alimentaire, mais est-ce qu'elle n'a pas comme première vocation de retisser du lien entre des gens qui n'ont plus de lien? Tout à fait. Et sans avoir, c'est un peu notre spécificité où nous on n'est qu'avec des bénévoles, c'est que tout se fait sur base volontaire. On ne va pas aller chercher quelqu'un, on n'a pas un assistant social qui dit tu dois aller dans le groupe un tel. Il faut, hein, comme on a vu, des personnes déstructurées, à un moment, il faut un peu les pousser. J'aime pas l'expression de donner un petit coup de pied au cul, mais c'est un peu ça, il faut un peu pousser. Ici, c'est volontaire, on vient, on discute, et ça a permis aussi d'aider des personnes. J'ai bien aimé l'intervention par rapport à l'accueil de la Saint-Vincent, où c'est un peu ça, on vient discuter. Je n'arrive pas, j'ai pas l'ordinateur, je ne sais pas faire la demande de bourse pour ma fille. Ah ben moi j'ai un ordi et j'ai un lecteur de cartes. Ah ben on va se mettre ensemble et essayer de dépatouiller ça. On ose plus facilement pousser la porte pour le demander qu'un service agréé où on a toujours quand même un peu peur. Oui, mais ils vont peut-être s'apercevoir que... Ou... Voilà, ça nous on sait bien qu'on vient, c'est fait, puis voilà. Ça dépend aussi peut-être des relations que l'on tisse avec les autres partenaires, qu'ils soient institutionnels ou pas. Est-ce qu'une entente efficace peut être faite, par exemple, avec les CPAS, avec la Saint-Vincent-de-Paul du côté du nord de la province, etc.? Je dirais qu'au niveau, en tout cas, de la base, il y a une très bonne entente. Avec la Saint-Vincent, on hérite régulièrement de restes en pain. Il y a des fois les surplus européens sont en grosse quantité et il faut un petit peu donner à d'autres personnes. Avec une association chez nous qui dépend du CPS, qui est Integra, qui a créé un magasin de meubles, donc qui est un peu ressourcerie si on veut, mais uniquement avec des meubles. Bien quand nous, on nous propose des meubles en don, on n'a pas la place malgré le nombre de mètres carrés pour les stocker et on n'a pas le matériel non plus pour le faire correctement, on les envoie chez eux. Et eux, quand on a besoin d'étagères pour pouvoir ranger les vêtements, on voit arriver un camion de chez Integra, on a reçu des étagères, ouais, c'est un peu bancal, donc on ne veut pas les revendre, mais elles vont très bien et nous, on en hérite. Donc réellement, il y a des collaborations qui se font au niveau du terrain, au niveau de terrain. Ce qu'on refuse, c'est de faire dossier ou autre, on n'est pas apte à en faire. Ça, c'est clair. Alors, Johan, là, vous êtes installé avec votre association Les Petits Dons de Pétillon sur la commune de Durbuy. On la connaît pour ses aspects touristiques, assez luxueux, etc. Est-ce que dans cette commune, il y a autant de pauvreté qu'ailleurs? Et est-ce que le fait d'être dans une commune touristique, on n'aurait pas tendance, les autorités et je dirais le secteur touristique n'aurait pas tendance à vouloir cacher la pauvreté? Si, tout à fait. Je dois dire que par rapport à certains grands entrepreneurs touristiques, on gêne. On a eu une expérience à un moment, donc la boîte à dons a changé plusieurs fois d'endroit. Il y a une personne qui a mis à notre disposition un garage. On gênait parce qu'on était en plein sur la route touristique pour aller à Durbuy-Vieilleville. Et on nous a demandé gentiment de bien vouloir évacuer. Ça, c'est clair. Mais quand on parle de touristes, je ne veux pas qu'on mette tous les touristes dans le même sac. Parce qu'on parle et on voit souvent le tourisme à la TV, les hôtels, Durbuy-Vieilleville. Bon, Durbuy-Vieilleville, il n'y a même pas 200 habitants. Hein. Durbuy-Vieilleville, ce n'est que des hôtels, des gîtes et des restaurants.
voilà. Non, ils n'arrivent pas à 200, je crois qu'ils sont 150 habitants rien que pour... Vous avez une célèbre habitante d'ailleurs dans le centre-ville. On a Christine Mailly qui, je crois, restera la dernière habitante, en effet, d'Urbuy-Vieilleville. Un peu comme dans le film La soupe aux choux. Là, voilà. On l'accueillera d'ailleurs dans Madame Mailly, dans le cabaret qui aura lieu à Neufchâteau. Ça sera le 18 novembre prochain. Ben voilà. Donc ici, je disais, il y a ce style de touriste, mais on a quand même pas mal de touristes qui sont, je les appelle les touristes plus de caravane, de camping. La personne, le néerlandophone dont je vous parlais, c'est ça, c'est des personnes qui ont la caravane. Certains y habitent quasi à l'année parce qu'on parle d'habitat permanent, mais il y a toute une frange de la population qui sont en habitat permanent sans l'être réellement. On a parlé des loyers qui sont prohibitifs. Je n'ai pas d'exemple du sud Luxembourg, j'ai des exemples plutôt de Bruxelles. Mais voilà, je crois qu'on peut recopier les cas de personnes dont les enfants, les grands-enfants, ne savent pas se payer un appartement sur Bruxelles. Les parents ont réussi à le faire. Les parents viennent vivre à la caravane. On est pensionné, donc on n'a pas besoin du même stress, du même rythme de vie. Donc on va vivre à l'année à la caravane et l'appartement, on le donne aux gosses, on le donne aux grands-enfants. Et quand on a eu justement pas mal d'impacts dus aux inondations, ces personnes se sont retrouvées à la rue avec le dilemme, on ne peut pas s'adresser à d'Urbuy parce qu'on n'est pas d'Urbuisien, on n'est pas domicilié là, et on ne veut pas retourner à Bruxelles. Bon, si, une semaine, 15 jours, ok, mais on ne veut pas retourner parce qu'on va mettre nos enfants à la rue. Soit directement par manque de place, soit comme ça a été dit, à cause du fameux statut de cohabitant où c'est oui, mais je perds quoi? Combien de ma pension, combien de ma pré-retraite, combien d'autres choses, si je suis officiellement domicilié avec mes enfants qui travaillent. Donc il n'y a pas le choix. Il faut bien qu'il y en ait un, entre guillemets, qui se sacrifie dans le tas. Quand on a préparé cette émission avec aussi Audrey Simon, qui est la présidente de l'association Les Petits Dons de Pétillon. Vous m'avez dit, Johan van der Wegen, que la pauvreté que vous avez l'impression de temps en temps que la pauvreté, les gens pensaient qu'elle était contagieuse. Quand quelqu'un devient soudain plus pauvre, quand quelqu'un a perdu son emploi, tout d'un coup, il perd toute une série d'amis et de relations. Vous l'avez constaté à de nombreuses reprises? Oui. Et comment ça se voit passe? des personnes qui, à un moment, je ne vais pas dire snobber un peu, mais on vient vous aider, mais sans rentrer réellement dans l'action, qui du jour au lendemain, parce qu'un accident de la vie, une perte d'un emploi, une maladie ou autre, fait qu'ils se retrouvent en tout cas dans la précarité. Il n'y a plus d'amis. Ils avaient des aides, ils avaient des personnes qui voulaient bien éventuellement les véhiculer. Maintenant, on n'ose pas. Et c'est là qu'il y a des grands risques et que je pourrais vous citer des cas et des cas de personnes qui se retrouvent surendettées, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau surendettement, parce qu'il faut continuer le paraître. Et on ne veut pas avouer qu'on se retrouve ou qu'on a une passe difficile. Ça se voit encore plus maintenant avec les deux crises, que ce soit le Covid ou que ce soit les inondations, où il y a des personnes qui avaient un bon revenu, je pense dans l'Horeca notamment, où je crois que ce n'est pas un secret de polichinelle que dans l'Horeca, on a souvent une partie au-dessus et une partie en dessous de la table. Mais l'Horeca, il a été fermé pendant le Covid. Ils ont été voir le CPS, puisque le CPS avait reçu des aides. Oui, mais au CPS, on demande une feuille de paye. La feuille de paye, par définition, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc, ils ont eu 70, je crois que c'est 70%, mais de la partie du salaire qui est au-dessus de la table. Le dessous, ils ne l'ont plus, ils l'ont perdu. Et il y a des personnes comme ça qui se retrouvent, on n'ose plus, quoi. La voiture, on ne peut pas la sortir, elle consomme trop d'essence. Les enfants, ils ne vont pas aller avec un vieux t-shirt, on n'ose pas aller au magasin de seconde main. Donc je ne parle même pas du gratuit, je parle réellement du magasin de seconde main. On ne va pas y aller parce qu'on va savoir qu'on va au magasin de seconde main. L'image, la représentation que l'on a. Oui.
ce qu'on projette comme image de soi en société par rapport aux autres. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, et avec d'autres associations, je pense, je vais en citer deux, le bar à soupe, bon, les compagnies, le nom exact, et nous, on n'a pas un resto du cœur, mais on avait avant le Covid un resto solidaire, où justement la nuance par rapport au resto du cœur, c'est principalement pour ceux qui ont besoin. Resto solidaire, ce n'est pas que sur la précarité, la pauvreté financière. Il était fréquenté à peu près 50-50 par des personnes qui en effet avaient faim et par des personnes, je pense des personnes plus âgées, qui ne sont pas super riches, mais qui étaient toutes seules. Qui avaient faim de relation. Voilà. Et le fait de se retrouver au resto solidaire, à manger tous ensemble, à oublier un moment ses soucis parce que ben voilà, il y avait un peu d'animation musicale ou autre, ça fait un bien fou et ça permet de lutter contre certaines précarités et pas seulement la précarité financière. Et ces personnes, elles sont exclues par définition des aides où on demande une preuve de revenu parce que sur papier, elles gagnent trop. Sur les réseaux sociaux, on a eu une question concernant ces colis alimentaires. Est-ce que vous avez vu une augmentation suite au Covid ou suite au confinement ou au déconfinement, que sais-je? Bon, nous en tout cas, nous on est pour le moment agréés au niveau de l'AFSCA pour pouvoir donner des denrées non périssables, mais on n'est pas comme la Saint-Vincent avec un service de colis alimentaire. Donc je ne peux pas donner des statistiques. Ce qu'il y a, c'est que sur le principe de la boîte à dons, quand quelqu'un vient nous amener des conserves, des boissons, des choses qui n'ont pas été vendues ou qui n'ont pas été consommées, on les donne. Donc il y a très fort l'offre et la demande, où les jours où on a peu, en fonction de ce qui est disponible. Les jours où on a beaucoup, on donne beaucoup, entre guillemets. On a parlé plusieurs fois des relations familiales, relations avec les enfants, les cadeaux, peut-être qu'on donne beaucoup de jouets, etc. aux enfants. Est-ce que vous voyez ça aussi de votre côté, quel que soit le milieu, quelle que soit l'origine? Ah, les opérations spéciales jouées marchent super bien. On a hérité, donc le week-end prochain, le 16 octobre, les Reciparc, en tout cas dans la province de Luxembourg, font une récolte de jouets. Oui. Et nous allons hériter de toute la récolte venant de notre Reciparc de Barvaux, mais également de la commune voisine des Rezés. Et là, il y a pas mal de distribution et où on voit aussi, par exemple, des demandes de personnes, de parents qui viennent pour les enfants, oui. Mais on a pas mal de grands-parents qui viennent pour les petits-enfants. Est-ce que, juste pour faire une liaison, j'en profite, je facilite les choses, à la Halle de Han, le 19 octobre, il y aura une soirée qui va parler de la précarité alimentaire. Donc il y a non seulement la quantité, mais aussi la qualité. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus de votre expérience de terrain? À l'expérience de terrain, c'est que justement, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a droit uniquement aux produits blancs ou aux 365. Ce qui est bien avec notre principe, c'est qu'on a notamment, c'est pas des surplus, je dirais plutôt des invendus qui viennent de petits producteurs, qui viennent de petits maraîchers. Donc ils sont par définition des super bons légumes. À ce niveau-là. Maintenant, une chose qu'on a constatée aussi, d'où l'intérêt, là c'est moi qui fais le lien, après t'es pour rendu, c'est qu'il ne suffit pas de donner à manger. Il faut savoir quoi faire avec ce manger. Et quand on donne des légumes, c'est plus compliqué d'avoir une botte de carottes que d'avoir une boîte de carottes. La boîte, on l'ouvre, on la met dans la casserole, c'est bon. Et c'est pas de la mauvaise volonté. J'ai déjà entendu plusieurs fois de dire « Ouais, ils sont trop fainéants, ces pauvres-là, ils savent même pas cuisiner. » Mais pour faire... Bon, je vais garder les carottes. Pour faire cuire les boîtes de carottes, il suffit de l'ouvrir ou même on la met dans un bol et on met le bol au micro-ondes. Ou on met la boîte au bain-marie. C'est simple. Pour laver les carottes, pour peler les carottes, pour faire cuire les carottes, il faut d'abord savoir le faire, mais il faut avoir la casserole, il faut avoir le gaz, il faut avoir
un minimum de talent cuisinier pour mettre un peu de sel, pour mettre un peu de tout. Donc il faut l'avoir, ce sel. Il faut les avoir, ces épices. C'est beaucoup plus compliqué que d'ouvrir la boîte de carottes toute faite. D'où l'intérêt d'avoir, même pas officiellement, ces ateliers où on peut discuter, où on peut avoir une personne. Mais tu sais, tes carottes, si tu mets ça dedans, oh oui, je ne savais pas. Et plein de petits trucs dans ce genre-là. Et ça, souvent, on l'a constaté. On l'oublie, c'est des plats tout préparés. C'est des choses qu'il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Alors, on s'achemine tout doucement vers la fin. J'aurais 2 dernières questions à vous poser, Johan van der Wegen. La première, c'est quel est votre désespoir pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous tracasse pour les années à venir? Pas 10 choses. Hein. Non. Bien, le fait qu'on se retrouve de plus en plus au niveau de 2 classes, que la classe moyenne disparaît petit à petit, et que plusieurs personnes se retrouvent de plus en plus bas, et avoir besoin de ces aides pour survivre. À la limite, moi je dirais mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus besoin de Saint-Vincent, qu'il n'y ait plus besoin de nous, qu'il n'y ait plus besoin des Restos du Cœur. Coluche, je le rappelle, quand il a créé les Restos du Cœur, il les voyait vivre 5 ans, et pas plus, c'était réellement pour répondre à une crise. Ils sont toujours là. Et ils travaillent de plus en plus. Là, Saint-Vincent, vous avez dit que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent au colis. Mon rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous. Parce que, voilà, tout le monde aura à manger ou tout le monde saura se débrouiller. Donc, ce qui vous tracasse, c'est cette dichotomie, c'est cette Belgique à 2 vitesses. Voilà. Et d'un autre côté, les gros investissements qu'on voit et qu'on excuse en disant ça crée de l'emploi, oui, mais quel emploi et à quelles conditions? Et on ne voit pas à côté combien ils ont détruit. Alibaba à Liège, c'est pas la solution. Si Alibaba apportait réellement un plus, oui, mais si les emplois qu'Alibaba va soi-disant créer, c'est des emplois d'autres entreprises qui ont dû fermer parce qu'ils n'ont pas su répondre à la concurrence, au bilan, ça n'apporte rien, au contraire. Et quand on dit emploi, quel emploi? Alors la dernière question est quel est votre espoir pour l'avenir? Quelles sont les choses que vous voyez maintenant qui vous semblent positives et que vous voulez voir continuer? Ce qui a été très positif ces derniers temps, c'est la solidarité qui s'est faite réellement au niveau de toute la Belgique, même de l'Europe. J'ai été sidéré avec les inondations qu'on a eu des personnes de France, on a eu des personnes d'Anvers, du nord du pays, qui même sans le demander, c'est d'eux-mêmes qu'on débarquait, qu'on frappait à la porte. J'ai un smirmorque, il faut le vider, je vous amène des choses. Alors, on était tout paf, on n'avait pas prévu de le vider, le smirmorque, mais on l'a vidé, il a bien servi. Ou des personnes qui sont venues du centre de la France. Réellement, cette solidarité de terrain. Merci Johan. Merci à vous. Johan van der Wegen qui est administrateur délégué au Petit Don de Pétillon, une association qui est présidée, j'y arriverai, par votre compagne Audrey Simon. Merci. On s'achemine doucement vers la fin. Il y a Jeannette qui aimerait bien dire un mot, avec un micro peut-être cette fois-ci. Non mais c'est pas pour critiquer, hein, voilà, mais quand même au final c'est quoi être pauvre, enfin, parce que moi j'ai lu quand même beaucoup de choses sur le sujet. Je me suis renseignée, j'ai lu le petit livre blanc de la province de Luxembourg, tout ça, tout bien. Mais quand même, sans vouloir critiquer, ils ont tout, hein, quand même. Parce que ils ont des piscines entières, hein, où on leur donne des trucs. Moi, je veux bien aller aussi à la piscine. Hein, ça fait longtemps que j'étais à la piscine. Hein. Alors, on dit, ils n'ont pas d'amis, tout ça. On va se faire des repas ensemble. Mais moi, je veux bien venir faire le repas avec les amis. Vous croyez que j'ai beaucoup d'amis, moi? Ben non, voilà, j'ai pas beaucoup d'amis. Ben voilà. Et vous croyez quoi? Hein? Ben non, ils ont des stages, des ateliers, font de la couture, ils apprennent à râper les carottes et tout ça. Enfin, attends, où va-t-on, quoi? Moi aussi, je voudrais bien venir. Eh ben, je peux pas venir. Ben non, je peux pas venir. Enfin, peut-être je peux venir. Je sais pas si je peux venir. Je peux venir. Aucun papier.
Eh ben voilà, c'est pas pour critiquer, hein, mais voilà, hein, y a aucune preuve, quoi. Hein, c'est quoi la preuve, finalement, qu'on est pauvre, hein? Je veux dire, on n'a pas d'identité là-dessus, un papier, un passe, un truc, quoi. Où on dit, tu es pauvre. Quand même, ce serait plus facile, quoi. Au moins, moi, je sais qui est pauvre, qui est pas pauvre, hein. Voilà, quoi. Sinon, tout le monde peut être pauvre aussi, hein. Tout le monde peut aller à la piscine, non, voilà. Mais moi, je veux bien venir quand même, parce que je trouve sympathique. Je les ai entendus tantôt, ouais, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa, puis on peut balayer, tout ça, faire enfin, ce qu'on veut, quoi. Si on veut passer toute la nuit à balayer, on peut. Moi, j'adore prendre mon temps comme ça, c'est gai. J'aimerais bien faire un petit tour, là. Ah ben voilà. Mais on n'en parle pas trop, hein. C'est juste par curiosité. Voilà. Ok? Je fais juste passer. Hein? Voilà. C'était juste pour pas critiquer, hein. Je voulais juste... voilà. C'est à Barvaux. Vous habitez en Gaume et les petits dons de Pétillon, c'est à Barvaux. Il faut aller jusque-là. Tu as une voiture, monsieur? Transport en commun. En transport en commun, ça veut dire qu'on va dans la voiture ensemble ou quoi? L'administrateur délégué ici des petits dons de Pétillon, il est venu en train. Il ne peut pas repartir. Il ne peut pas repartir en train, il doit attendre demain, loger ici. Oh ben, ah ben voilà, c'est ce que je dis. Voilà, on leur donne tout, quoi. Des salles comme ça. Moi, je veux bien une salle comme ça tous les jours, hein, pour dormir. Ben non, hein. Ouais, le grand luxe ici, t'as pas vu toi ça? Franchement, moi, je veux bien dormir ici tous les jours. Non, mais franchement, on peut dormir ici ce soir. Je suis sûre que tout le monde voudrait, hein, ici. Regarde, franchement, c'est sympa, non? Si, hein? Si on pouvait, hein? Mais bon, on dit qu'il faut pas de papier et tout ça, mais hein, on verra, hein. On va aller voir par curiosité, mais c'est pas. Merci Céline Trujillo. Merci pour cette intervention donc, qui clôture notre premier cabaret citoyen. Ce soir, le thème, c'était rendre visible l'invisible. J'espère qu'on a pu le faire un petit peu. Nous avons entendu Marie-Agnès Burgrave de la Maison du Pain, Marie-Josée Tinos, la présidente pour la province de Luxembourg de la Saint-Vincent-de-Paul, et Johan Van der Wegen des Petits Dons de Pétillon. Un tout grand merci aux volontaires qui ont préparé cette soirée, le collectif L'Escale à Longlier-Neuchâteau, le Carité à Marbehan-Abbé, le CNCD 1111 province de Luxembourg. Merci aussi aux artistes du jour, Céline Trujillo, Isabelle Deschamps, Niki Van Durm, les auteurs, Dominique Remy, Albert Kreul-Klaus, Cédric Goffin, Sophie Thomas, Nicole. À la régie, il y avait au niveau vidéo Yves David, aux caméras Julie Roland, Mathilde Standard et Cédric Goffin. À la régie internet, Corinne Legros. Notre prochaine rencontre aura lieu dans la salle du conseil communal de l'église. Nous y parlerons causes et conséquences des pauvretés. Ça sera le jeudi 28 octobre. Nous essayerons de savoir si notre société est créatrice ou pas de pauvreté et quel est le rôle des pouvoirs publics et des associations pour y pallier et éventuellement essayer de développer ce fameux vivre ensemble. Merci à vous d'être venus ce soir et je pense que le bar est ouvert. Vous pouvez continuer à discuter. À bientôt.